Chers amis internautes, bonjour, soyez les bienvenus sur votre espace santé sur BL TV. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un cancer. Après le mois d'octobre, le mois rose dédié exclusivement au cancer de sein chez la femme, cette fois-ci nous sommes en novembre et c'est le mois bleu dédié à toute affection cancérogène chez l'homme. Eh bien, ces affections cancérogènes sont le cancer de la peau, le cancer de la verge et le cancer de la prostate. Tout au cours de cette émission, nous allons essentiellement nous appesantir sur la prostate et le cancer de la prostate. Pour en parler, nous avons comme d'habitude un spécialiste avec nous sur le plateau. Il s'agit de Jacques Jamal, n'est-ce pas? Il est docteur urologue. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Ok. Pour commencer cette émission, la première question que je vais vous poser, c'est une question de curiosité. Oui. Que peut traiter un urologue? Alors, l'urologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui prend en charge les maladies de l'appareil urinaire de la femme et de l'homme, c'est-à-dire du rein, de la vessie, de l'urétère et de l'urètre, et spécifiquement chez l'homme, petit h, chez l'homme petit h, de l'appareil reproducteur et génital, donc c'est-à-dire du pénis, de la prostate et des testicules. D'accord. Ok. Voilà, tout au long de cette émission, nous allons nous appesantir plus sur la prostate, ce petit appareil qui se trouve dans l'appareil génital masculin. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la prostate? Alors, la prostate, je vais peut-être faire un petit récapitulatif, c'est pas dans l'appareil génital masculin. Ok. La prostate, c'est un petit organe d'environ 15 à 20 grammes qui est situé en dessous de la vessie, et en avant du rectum et en arrière du pubis, tout simplement. Et c'est un organe qui a une forme de châtaigne, une forme en châtaigne, en cœur, petit cœur, tout petit, par lequel les urines passent. Donc voilà tout simplement ce que c'est la prostate. On naît avec une prostate, un garçon qui est un bébé de 1 an ou qui est né aujourd'hui a une prostate. Donc tout le monde a une prostate, tous les hommes ont une prostate. Une prostate. Et quelle est l'importance alors de cet appareil-là? Alors la prostate a plus une importance sur le plan de la fertilité, parce qu'elle participe à produire on va dire des substances qui vont s'ajouter aux spermatozoïdes pour former le sperme chez l'homme. D'accord. Donc, ce sera également son rôle. Donc, c'est essentiellement son rôle. Essentiellement son rôle. D'accord. Essentiellement. Et à quel âge déjà on peut développer des maladies liées à la prostate? Alors, les maladies liées à la prostate peuvent être développées tout au long de la vie, de l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Alors, en général, nous avons on va dire plusieurs types de maladies de la prostate. Nous avons des infections ou des inflammations de la prostate qui surviennent chez les jeunes, moins de 40 ans. Et nous avons 2 pathologies qui surviennent au-delà de 50 ans qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'hypertrophie maligne de la prostate qu'on appelle le cancer de la prostate. Voilà, qui viennent au-delà de 50-60 ans. Ok. Alors, comment se manifeste la prostate déjà? Alors, comment se manifeste la prostate? C'est peut-être un abus de langage, parce que beaucoup de gens se disent il a la prostate. C'est important de dire aux gens que la prostate, c'est comme un œil, c'est comme le cœur, on naît avec tout simplement, mais elle est en proie à avoir des pathologies, des maladies, et donc on va pouvoir s'exprimer. Donc, votre question était de comment est-ce que les maladies de la prostate se développent. Alors, comment est-ce que les maladies de la prostate se développent? Ça fait un peu trop vague. Mais puisque nous parlons peut-être du... Bon, quand on prend le cas du cancer de la prostate, quand on prend le cas du cancer de la prostate, comment il se manifeste? Les signes visibles et invisibles de cette maladie. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser ou définir ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est défini comme étant une prolifération, c'est-à-dire une multiplication de façon anarchique, exagérée, de cellules anormales retrouvées au niveau de la prostate. Alors, comment est-ce que cela peut se manifester? Alors, la manifestation de cette maladie fait appel donc à ce qu'on appelle des plaintes ou des symptômes que le patient va signaler quand
il va remarquer des petites anomalies. Et ce sont ce qu'on appelle des symptômes urinaires du bas appareil, tout simplement, qui peuvent être classés dans plusieurs grades. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais je vais juste donner des exemples pour que les internautes puissent comprendre un peu ce que c'est. Alors, en général, lorsque nous revoyons en consultation, c'est un patient qui a au-delà de 50 ans. Donc 50 ans, 60 ans, 70 ans, au-delà de 50 ans, qui viendra vous voir et se plaindre d'anomalies de la miction. La miction qui est quoi? La miction, c'est la vidange. Ok. Donc il va vous dire, docteur, j'ai l'impression que quand je vais uriner, je pousse. Ok. Pousser n'est pas normal au fait. D'accord. Il va vous dire, j'ai l'impression que quand j'urine, le jet urinaire n'est plus comme avant l'âge de 20 ans, 30 ans. C'est un peu faible, ça tombe sur mes pieds. J'ai plutôt l'impression que à la fin de la miction ou à la fin de la vidange, j'ai l'impression que ça reste un peu à l'intérieur. Je ne sais pas tout vider. Ou j'ai l'impression qu'il y a des gouttes à la fin. C'est quand même un patient qui peut vous dire, lorsque je sens l'envie d'uriner, il faut que je m'empresse. C'est-à-dire, s'il pèse sur un zémidjan et qu'il sent l'envie d'uriner, il dit aux zémidjan, arrêtez-vous, je vais faire pipi. Sinon, il le fera sur lui-même. Sur lui-même. Ou s'il est à la messe, à l'église, il ne peut pas dire, bon, j'attends la fin de l'homélie ou la fin de la prière pour aller uriner. Il faut qu'il aille vite vider sa vessie. Ou au bureau, ou au bureau, par exemple. Donc, c'est un patient qui va se plaindre d'urgenturie, ce qu'on appelle une urgenturie dans notre jargon. Et c'est également un patient qui vous dira, docteur, j'urine trop. J'urine trop. La nuit, je me lève plus de 2, 3, 4 fois pour uriner, ce que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Parce qu'en général, on dit que lorsque l'on dort, la vessie dort. En principe, se lever plus de 2 fois la nuit devient assez problématique, quel que soit l'âge. D'accord. Alors, quand on constate toutes ces manifestations, on doit forcément aller voir un neurologue. Bien sûr. Et est-ce que ces manifestations sont dues à la grosseur de la prostate avec le temps? Alors, ces manifestations sont parfois liées à la grosseur de la prostate et non. L'important, ce n'est pas la prostate, pas le volume de la prostate, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les symptômes exprimés par le patient et le volume de la prostate. Nous avons des patients qui ont des petites prostates, taille normale, et qui urinent mal, que d'autres qui ont une grosse prostate. Donc, tout est au cas par cas. Au cas par cas. Alors, par rapport à votre question, savoir comment est-ce que ça se manifeste, c'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Voilà. Tout ce qui est... donc, quand quelqu'un sent déjà ces symptômes, Oui. il peut d'abord aller voir un neurologue. Il ne Ou faudrait un pas médecin, qu'il s'auto-déclare malade ou bien carrément qu'il se dit déjà qu'il a le cancer de la prostate. Il faudrait forcément qu'il aille se faire examiner. C'est après examen que le médecin lui dira s'il a le cancer de la prostate ou bien s'il a juste une maladie de la prostate. Voilà. Et tout cela peut se guérir. Alors dites-moi, au cas où le patient a le cancer de la prostate, comment cela peut se guérir? Alors, cette question, en fait, il faudrait, j'insiste sur certaines précisions. On ne vient pas consulter un neurologue aujourd'hui et sortir de la salle de consultation avec un diagnostic de cancer de la prostate. On sort de la salle de consultation avec une hypothèse diagnostique, avec des faisceaux d'arguments qui suspectent forcément que le patient a peut-être un cancer de la prostate. C'est un patient qui va se plaindre de tout ce que j'ai dit. C'est un patient chez qui on va réaliser ce qu'on appelle un PSA, c'est-à-dire de l'antigène spécifique de la prostate. C'est un examen sanguin. On verra que ce PSA va augmenter. La normale, c'est inférieur à 4. Donc, on aura un PSA qui est très élevé. Et c'est un patient qui vous dira aussi, j'ai peut-être maigri, d'autres signes associés. Dans ce cas, l'urologue serait appelé à faire ce qu'on appelle des examens complémentaires plus poussés. Nous avons des examens qu'on appelle l'IRM prostatique, qui va nous permettre d'aller identifier au niveau de la prostate des zones suspectes qui peuvent être assez suspects du cancer de la prostate. Ce IRM se fait comment? Est-ce que c'est dans le toucher? Est-ce que c'est avec un prélèvement sanguin et tout? Non, l'IRM prostatique, c'est un examen radiologique, c'est comme une échographie, mais c'est fait donc dans une clinique de radiologie. Et le patient rentre dans une grande machine qui va donc aller identifier et examiner sa prostate. Ce n'est pas une opération, ce sont juste des ondes qui traversent le corps de l'homme et qui donnent donc des images de la prostate. Après l'IRM, quelles sont les autres analyses qu'on peut faire? Alors, l'IRM nous guide, c'est un peu comme un guide pour nous, mais l'examen qui permet de confirmer à 100% qu'il y a un cancer de la prostate, c'est ce qu'on appelle la biopsie prostatique éco-guidée,
qui se réalise par l'urologue, qui va consister à faire sous anesthésie locale la prostate, à l'effet de tout petits prélèvements très fins avec un appareil matériel assez spécifique qu'on va envoyer dans un laboratoire. Et ce laboratoire va analyser ces prélèvements, ce qu'on appelle un examen anatomopathologique. Et au décours de ça, on pourra vous dire, oui, ce que vous avez envoyé comme prélèvement contient des cellules cancéreuses de tel type, de tel grade, avec des caractéristiques qui sont très importantes pour la suite de la prise en charge. Est-ce qu'après ce prélèvement, il y a possibilité que le patient n'ait pas le cancer et que ce soit simplement peut-être des anomalies au niveau de sa prostate? Oui, il peut arriver qu'après une biopsie de prostatique, quand on révèle qu'il n'y a pas un cancer, que ça peut être une prostatite. Dans ce cas, l'urologue sera appelé à surveiller ce patient et à peut-être ultérieurement, en fonction de l'évolution, refaire d'autres séries de biopsies. Et au cas où le patient a le cancer, après l'examen, on le trouve des cellules cancérogènes dans la prostate. Le traitement se fait comment? Très bien. Alors, lorsque on parle de cancer de la prostate, nous avons trois sous-unités, on a trois thèmes qu'il faut comprendre. Nous avons ce qu'on appelle le cancer de la prostate localisé. Nous avons ce qu'on appelle le cancer de la prostate localement avancé. Et nous avons ce qu'on appelle le cancer de la prostate métastatique. Donc, en fonction de l'agressivité du cancer de la prostate, nous avons plusieurs types de solutions thérapeutiques qu'on peut proposer aux patients. Ça paraît bizarre qu'on dise à un patient que vous avez un cancer de la prostate, mais qu'on va vous surveiller. Oui, la surveillance est un moyen thérapeutique de suivi du cancer de la prostate. Pour ne pas affoler les internautes, je vais prendre juste un exemple tout simple. Lorsque vous allez voir un cardiologue, par exemple, et que votre tension artérielle est peut-être à 14 ou à 13, 14, il pourra vous dire, écoutez, j'estime que je peux vous surveiller. Donc, faites peut-être des prises de tension artérielle et revenez me voir tranquillement pour voir l'évolution. Donc, ça va être la même chose aussi. En fonction de l'agressivité, l'urologue peut proposer ce qu'on appelle une surveillance active ou une abstention surveillance chez un patient. Ça fait déjà deux traitements qu'on propose là. Et en fonction toujours de l'agressivité et du type, il pourra proposer ce qu'on appelle de la chirurgie. Cette chirurgie va consister à faire l'ablation complète de la prostate et de sa vésicule séminale. Complète, c'est ce qu'on appelle une prostatectomie radicale. Prostatectomie radicale, c'est-à-dire enlever toute la prostate complète. D'accord? L'urologue pourrait proposer comme solution thérapeutique ce qu'on appelle une radiothérapie chez un patient qui ne se réalise pas par l'urologue, mais plutôt par des confrères qu'on appelle des radiothérapeutes, qui va consister à envoyer des ondes, des faisceaux et aller tuer les cellules cancéreuses. C'est un peu comme la chimiothérapie chez la femme. La chimiothérapie, c'est plutôt un traitement par des solutions. Donc cette fois-ci, c'est les ondes qui guérissent la prostate. Qui pourraient donc aller tuer les cellules cancéreuses et les anéantir. On pourrait également proposer d'autres types de solutions qu'on ne fait pas ici en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le VU. Il y a la cryothérapie. Donc, plusieurs traitements qu'on peut faire. Et, j'insiste, en fonction du type, nous avons le mot chimiothérapie a été dit. Donc, on peut faire de la chimiothérapie chez l'homme également. Oui, et ce qu'on appelle également de l'hormonothérapie. D'accord, ça fait assez de termes pour la prostate. Au cas où on arrivait à l'ablation de la prostate, et vous venez de dire à l'entame de l'émission que cette prostate-là intervient dans la fertilité chez l'homme, parce qu'il produit des liquides qui entrent dans le spermatozoïde. Quand on arrive à cette ablation, est-ce que l'homme peut encore procréer? Il va de soi que dès qu'on peint une prostatectomie radicale en cas de cancer de la prostate, le patient n'est plus capable d'avoir un enfant. Donc la fertilité est forcément... Mais il a quand même une activité sexuelle normale. On peut avoir une activité sexuelle normale puisqu'on n'a pas touché à son pénis, on n'a pas touché à ses testicules. Mais il ne pourra plus enfanter. Avoir des enfants, non. D'accord. Donc il faudrait déjà finir de procréer avant. En général, les patients de plus de 60 ans, 70 ans ont déjà fini d'avoir des enfants. D'accord. On va faire un petit peu en arrière. Vous allez nous donner peut-être les causes éventuelles de ce cancer de la prostate. Alors, les causes éventuelles, on ne dirait pas des causes. On va plutôt dire des facteurs de risque. D'accord. Et il faut déjà informer donc les internautes que quand on parle de facteurs de risque, c'est un élément qui augmente la probabilité de survenir quelque chose, tout simplement.
Je vais prendre tous les exemples terre à terre. Lorsque vous prenez un Zemidjan dans Cotonou, ou que une moto, que vous n'avez pas un casque, si vous tombez, vous avez une forte probabilité d'avoir un traumatisme crânien parce qu'il n'y a pas de casque. Donc le port du casque est un élément qui permet de réduire la probabilité d'avoir un traumatisme crânien. Ça va être la même chose lorsqu'on fait un rapport sexuel non protégé avec une partenaire inhabituelle. Sans se protéger, on est en prêt à avoir vraiment une IST. Oui. Donc, c'est la même chose. Les IST sont un facteur de risque de la prostate. Non, j'ai pris juste des exemples pour expliquer ce qu'on appelle un facteur de risque. Ok. Alors, ici, facteur de risque du cancer de la prostate, c'est l'âge. Ok. Le cancer de la prostate ne veut pas se sujet jeune. Ok. Ça va venir chez des personnes beaucoup plus âgées. Donc, au-delà de 50 ans, 60 ans. Donc, c'est des personnes vieilles. Ok. Nous avons la race. La race. Oui, la race est un facteur de risque parce que le sujet noir fait plus de cancer de la prostate que le sujet leucodème. Pourquoi? Parce que c'est la race, c'est ce qu'on a remarqué. D'accord, c'est des études qui l'ont montré que le noir fait plus de cancer de la prostate. Donc, ça dit le noir africain, le noir américain fera plus de cancer de la prostate que le noir, que le blanc américain ou que le français. Et ceux-là feront plus de cancer de la prostate que le japonais. Donc, oui, c'est une race. En fonction de la race, la maladie est présente. De la race. Et nous avons également ce qu'on appelle l'hérédité. Lorsque dans votre famille, votre père a un cancer de la prostate, c'est que vous avez la probabilité supplémentaire d'avoir un cancer de la prostate. Ou un oncle. Et récemment, on a découvert qu'il y a un lien entre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc, si votre mère a un cancer du sein dans votre famille, c'est que très tôt, vous devez commencer à aller voir un neurologue pour voir si tout va bien côté prostatique également. Donc, il faudrait un dépistage. Il faut faire un dépistage très tôt si dans votre famille, votre mère a un cancer du sein et que vous le savez, ou une tante. Et nous avons également d'autres facteurs de risque, mais qui ne sont pas très très forts, c'est-à-dire qu'il faut tenir avec beaucoup de pincettes. C'est, on va dire, c'est l'alimentation et l'environnement. Je vais prendre un exemple terre à terre. On s'est rendu compte que quand on prend un Japonais qui vit aux États-Unis, qui s'est habitué à l'habitude alimentaire des Américains, c'est fat food, tout est gras, l'alcool, tout ça, il fait plus un cancer de la prostate qu'un Japonais de son âge qui est resté au Japon. Donc parfois, le milieu aussi influe. Donc l'alimentation parfois peut influencer sur... C'est des études, ce sont des remarques que nous faisons. D'accord. Alors vous venez de dire là que c'est déjà un sujet qui a déjà 50 ans qui peut avoir le cancer. Au moins 50 ans qui peut avoir le cancer de la prostate. Mais les sujets jeunes, ils font juste des maladies liées à la prostate. Après 30 ans, tu peux avoir peut-être une maladie liée à la prostate. Oui, c'est beaucoup plus des infections ou des inflammations de la prostate. Ok, maintenant, est-ce qu'il y a possibilité d'éviter ce cancer-là? Alors, le cancer de la prostate, est-ce qu'on peut l'éviter? Il faut juste agir sur les facteurs de risque dont je viens de parler, tout simplement. C'est si votre père a un cancer de la prostate. Donc, il faut forcément dépister. Il faut aller très tôt, dès que vous avez 45 ans. Aller voir un neurologue pour dire, je vais voir comment est-ce que je vais côté santé prostatique. Donc, c'est le dépistage qui paraît le plus important dans cette pathologie. Si vous comprenez très bien, bien que j'ai le cancer de la prostate, ça ne va pas agir sur mon activité sexuelle. Non. Ou bien, est-ce que on dit souvent que pour éviter le cancer de la prostate ou la prostate, mais les maladies liées à la prostate, il faut aller plusieurs fois à l'acte sexuel. Oui. Un nombre de fois donné. Est-ce que cela est vérifié? Je pense que dans les facteurs de risque que je viens de citer, je n'ai pas parlé de ça. Effectivement, il y a on va dire, dans la population, il y a cette notion, on parle de l'augmentation de la fellation chez les hommes. Il faut appeler les choses par leur nom, la fellation. Lorsqu'on fait plusieurs rapports sociaux, que ça diminuerait donc la probabilité d'avoir un cancer de la prostate. On parle du cancer de la prostate. Exactement. Alors, c'est non, avec beaucoup de non. C'est faux. Donc, mesdames, ne les croyez pas, s'il vous plaît, c'est important. Et oui, parce qu'une étude a montré que lorsqu'on augmente juste une étude, lorsqu'on augmente la fréquence des rapports sexuels, ça peut diminuer la probabilité du cancer de la prostate. Mais il n'y a pas un consensus sur cette remarque. Donc aujourd'hui, on préfère être prudent en parlant de ça. D'accord. C'est le mois bleu, le mois du cancer de la prostate, c'est bon. Et le cancer qui est lié, tous les cancers liés à l'homme. Oui.
quelles sont les activités déjà prévues pour cela, mais quelles sont les activités possibles pour pouvoir sensibiliser un peu comme on le fait pendant le mois rose, qui est le mois du cancer du sein chez la femme? Ben, c'est le lieu déjà de remercier votre média parce que vous participez déjà à cela. Il n'y a pas vraiment d'activité intensive en tant que telle. C'est juste qu'il faut juste informer les gens, les éduquer et faire de la communication. C'est ce que nous faisons. Donc il faudrait que les hommes aussi aillent se faire dépister Il faut comme que les femmes l'ont fait le mois aillent se passé. faire dépister. Il faut que les femmes encouragent les hommes à aller se faire dépister. Il faut que les médias, il faut que donc tout ce monde puisse encourager les hommes au-delà de 50 ans à aller voir un neurologue une fois par an pour faire un peu le point de la santé prostatique. D'accord. Un conseil à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement. À l'endroit de ceux qui nous suivent, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas un neurologue, c'est-à-dire en zone reculée, veuillez voir un médecin généraliste ou à défaut, quand vous êtes en zone urbaine comme Cotonou, c'est de voir un spécialiste une fois par an pour faire le point de la santé prostatique. Ok, allez voir un neurologue après 50 ans, mais on peut même le voir avant 50 ans, on ne sait jamais. C'est souhaitable de voir un neurologue au-delà de 50 ans quand nous n'avons pas un cancer de la prostate dans notre famille. Mais si quelqu'un a un cancer de la prostate dans la famille, c'est à partir de 45 ans qu'il faut voir un neurologue. Donc les sujets jeunes n'ont pas besoin de venir voir le neurologue. Ils peuvent, pour le cancer de la prostate, un jeune ne peut pas venir voir un neurologue, à moins que ce soit pour autre pathologie liée à ce domaine de l'urologie. Il y a une question. Oui. Est-ce que les femmes peuvent aider les hommes dans ce cancer de la prostate? C'est ce que disait la fellation, tout ça. Donc, par rapport au dépistage, vous touchez la prostate au cours de l'examen urologique, le urologue ou le médecin va réaliser ce qu'on appelle un toucher rectal qui va consister à envoyer passer son doigt par l'anus, bien sûr protégé par un gant, et aller apprécier la prostate. Donc, l'autopalpation de la prostate n'est pas recommandée, n'est pas souhaitable comme chez la femme. C'est forcément dans un cadre sanitaire, c'est-à-dire voir un médecin ou un neurologue qu'on peut vraiment apprécier sa santé sanitaire, sa santé prostatique. Donc, les femmes ne peuvent pas aider les hommes comme les hommes le font aux femmes pour le cancer du sein. Non, il faut que la femme puisse exhorter plutôt son mari à venir voir un neurologue. D'accord, merci. Merci beaucoup. Chers amis internautes, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris assez de choses sur le cancer de la prostate. Alors, chères personnes âgées, quand vous avez déjà plus de 50 ans, faites l'effort de passer voir un neurologue pour avoir des informations sur votre santé prostatique. Il est vraiment important. Chères dames, désolée, on ne pourra pas aider les hommes pour le cancer de la prostate comme eux ils le font pour le cancer du sein, mais c'est pas grave. Tout le mois de novembre est consacré à tout ce qui est pathologique cancérogène chez les hommes. Des informations ou carrément, il faudrait que les hommes aillent se faire dépister pendant ce mois. C'est vraiment important. Encore merci de nous avoir suivis. Pour toute information, veuillez contacter le numéro qui défile au bas de l'écran. Rendez-vous semaine prochaine ou rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Merci.